Bonjour et bienvenue sur Tout droit, tout simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Je reçois aujourd'hui Michèle Abraham, avocate au barreau de Paris, qui est passionnée par tous les sujets de crypto-monnaie, Bitcoin et blockchain. Vous allez, je suis sûre, apprendre plein de choses aujourd'hui sur ce sujet et surtout éviter des arnaques en l'écoutant jusqu'au bout. Je tiens à remercier Michèle pour sa patience car nous avons rencontré des problèmes techniques en enregistrant l'épisode. J'ai dû la faire répéter à de nombreuses reprises. Très bonne écoute. Bonjour Michèle et ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Alors d'abord, première question qui est toujours à peu près la même. Est-ce que d'abord tu peux te présenter ? Bonjour Delphine. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Donc oui, je peux tout à fait me présenter. Donc mon nom, comme tu l'as dit, je suis Michèle Abraham. Je suis avocate d'affaires au barreau de Paris et je suis la fondatrice du cabinet Michèle Abraham. Donc, je suis forte d'une expérience de plus de 15 ans d'exercice professionnel tant en France qu'à l'étranger. Donc, ce qui me permet d'avoir une vision assez large de ce qui peut être fait en matière de droit des affaires. Et je conseille tant des PME, des grands groupes ou des startups. Donc, voilà. Et puis, globalement, quelles sont mes activités ? Donc, moi, j'ai commencé en droit de l'Union européenne, en droit communautaire, parce que je travaillais à Bruxelles. Et je faisais du droit de l'Union européenne plus du droit des sociétés. Et quand je suis revenue en France, j'ai fait du droit des sociétés, des fusions-acquisitions, droit des affaires. Et puis, plus récemment, aux nouvelles technologies, notamment les bitcoins et les blockchains. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a plus amené à t'intéresser justement à ce sujet des crypto-monnaies ? Alors, c'est un hasard de la vie, c'est-à-dire qu'en 2014, j'étais avec un de mes meilleurs amis qui est anglais et je me plaignais des taux de change. Et il m'a dit, mais tiens, pourquoi tu n'utiliserais pas du bitcoin ? Et à l'époque, quand je suis revenue en France, je me suis renseignée et puis on m'a dit, mais non, va pas par là, c'est le darknet, c'est dangereux, etc. Et puis j'ai laissé tomber. Et quelques mois après, j'ai de nouveau eu un contact avec cet ami et on a reparlé. Et là, j'ai commencé vraiment à me renseigner en regardant ce qui était écrit dessus, etc. Et ça m'a passionnée. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Ah oui, donc c'est vraiment un hasard. Alors, est-ce que d'abord tu peux rappeler ce que c'est qu'une crypto-monnaie, le bitcoin, la blockchain Moi, ça peut sembler une question facile, mais la réponse, elle n'est pas simple. Parce que, en réalité, il n'y a pas vraiment de définition uniformisée, tu vois, de ces différents termes. Mais donc, je vais quand même te les définir de la manière suivante. C'est-à-dire que Bitcoin, de manière générale, on l'appelle crypto-monnaie, également appelée cybermonnaie, monnaie virtuelle, monnaie numérique. Et c'est la particularité de cette monnaie, elle repose sur des techniques informatiques. Et notamment, et moi je pense que pour vraiment comprendre Bitcoin, il faut aller aux sources. Et moi je vais toujours aux sources pour comprendre quelque chose, et notamment les sources, c'est le livre blanc du créateur de Bitcoin, qui est Satoshi Nakamoto. En réalité, Satoshi Nakamoto, c'est pas son vrai, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être, moi personnellement, je pense que c'est un groupe de personnes, mais en tout cas, c'est lui qui a créé Bitcoin. Et il a créé Bitcoin par l'envoi d'un livre blanc sur une liste de diffusion de cryptographes, c'est-à-dire donc les gens qui sont super spécialisés en matière de chiffrement, etc. Et il a annoncé, voilà, j'ai créé un nouveau système de paiement électronique entièrement pair à pair et sans intermédiaire de confiance. Donc, si je devais définir Bitcoin, je reviendrai à cette définition. Allez regarder la traduction du livre blanc de Satoshi Nakamoto, qu'on peut trouver en français sur Internet ou en anglais, s'il parle anglais. C'est pas très long, c'est juste 8 pages, mais qui, à mon sens, ont révolutionné le monde. Et donc, pour moi, voilà, une fois que j'ai dit de manière générale ce que c'était, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Quand on parle de Bitcoin, en réalité, il faut voir deux choses. Bitcoin avec un grand B, c'est tout le protocole et c'est en gros la blockchain elle-même Bitcoin. Bitcoin avec un petit b,
qui est le jeton numérique, ce qu'on appelle la crypto-monnaie, mais qui se transfère sur la blockchain Bitcoin. Je le précise parce que dans d'autres blockchains, on n'a pas le même nom pour le jeton. Mais Bitcoin, c'est le même nom, sauf Ah oui, qu'il y a c'est pas le même nom toujours pour jetons et technologie. Là, c'est le même. D'un point de vue légal, à l'heure actuelle, Bitcoin est qualifié d'actif numérique. Alors, l'actif numérique, je renvoie tes auditeurs, ça a été défini par l'article L5410-1 du Code monétaire et financier, qui dit notamment, c'est toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une autorité publique. Donc, effectivement, Bitcoin, c'est pas fait par une banque ou un État, et qui n'est pas nécessairement attaché à une monnaie ayant cours légal, par exemple une monnaie ayant cours légal, l'euro, le dollar, le yen, et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. La Banque de France précise bien que Bitcoin n'est pas une monnaie, mais qui est accepté par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Alors, c'est pas une monnaie, mais en fait, on parle de crypto-monnaie, donc c'est un peu… Alors justement, c'est toute l'ambiguïté des termes et c'est pour ça que dans ce domaine, il est vraiment essentiel à chaque fois que vous avez un interlocuteur qui vous parle, de lui demander de rentrer dans le détail et de définir exactement ce que lui entend par ces mots-là. Parce que selon, on va le voir plus tard, j'imagine dans tes questions, mais selon la crypto-monnaie que tu as, on n'a pas du tout les mêmes applications. Donc effectivement, c'est important de le savoir. Alors, à quoi servent les monnaies numériques? Alors, à quoi ça sert? Alors, est-ce que tu peux donner des exemples peut-être? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc Bitcoin, quand il a été inventé, c'était la première crypto-monnaie, il n'y en avait pas d'autres. Avant, il y avait eu d'autres essais de faire des monnaies numériques sur Internet, mais à chaque fois, c'était un échec parce qu'à chaque fois, c'était piraté, on prenait l'argent, il y avait plein de blocages et ce n'était pas possible. Et Bitcoin, c'est la première monnaie qui permet effectivement d'envoyer crypto-monnaie qui permet d'envoyer une somme de valeur sur Internet en étant sûr que la personne qui la reçoit la possède bien et que la personne qui l'envoie ne la possède plus. Parce que justement, la problématique d'Internet, c'est que tu peux faire des millions de copies. Ça veut dire si tu envoies une photo à une personne par email, tu peux l'envoyer à cette personne, mais à des millions d'autres, tout en restant propriétaire. C'est un peu le sujet des faux billets de concert, les faux billets Exactement, c'est ça. Ouais. Et là, cette technologie de la blockchain Bitcoin, de Bitcoin et de la blockchain en général, c'est que il y a une traçabilité et tu peux être sûr que la personne qui qui te présente les Bitcoins, c'est bien le véritable propriétaire. Tu ne peux pas falsifier le Bitcoin, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, en tout cas, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, il y a un site que j'aime bien regarder qui est CoinMarketCap, qui indique qu'à l'heure actuelle, il y a 20 913 crypto-monnaies. Donc, c'est énorme. Il y a une progression énorme. On ne se rend pas compte. Et dans les premières, on a bien entendu Bitcoin. Donc, la principale fonction de Bitcoin, c'est quand même l'échange. Et en numéro 2, on a Ethereum. Justement, ça fait partie des blockchains qui portent un nom différent de leur jeton. Donc, Ethereum, c'est la blockchain. Et le jeton, ça s'appelle un Ether. Et Ethereum est très intéressante comme blockchain parce que elle sert à créer des smart contracts. Ça veut dire qui en réalité ne sont pas du tout contrats. C'est pas que des contrats, ils ne sont pas intelligents, mais c'est des logiciels que tu peux préprogrammer. Par exemple, si on fait un pari, on va dire, voilà, qui va gagner, je ne sais pas, la Coupe du Monde. Et on peut parier toutes les deux. On le rentre sur ce smart contract. Et en fonction du gagnant, le smart contract va attribuer un certain nombre d'Ethers automatiquement au gagnant dès qu'effectivement il aura l'information de qui va gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est la vocation effectivement de cette crypto-monnaie de l'Ether. L'Ether sert à rémunérer la monnaie, si tu veux, de ces smart contracts. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ça a une particularité bien spécifique. C'est pour créer plein d'autres blockchains pour utiliser ces autres blockchains pour délivrer des services. Ensuite, en numéro 3, on a le Tether, qui est également appelé USDT, qui lui est une crypto-monnaie qui est en réalité un stablecoin. Parce que ce qu'on reproche à Bitcoin, c'est sa forte volatilité. Moi, à un moment, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, ça valait 400 €.
Ensuite, j'ai vu que ça valait 170 euros. Après, c'est monté et à l'heure actuelle, ça vaut dans les 21 000 euros. Et donc, il y a une énorme volatilité. Or, dans le commerce, dans l'industrie, quand on veut faire des échanges internationaux, on a besoin d'une stabilité. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, le dollar était la monnaie de référence. Et dans le cas des crypto-monnaies, comme ils ne voulaient pas utiliser le dollar, ils ont utilisé un stablecoin, un jeton stable qui n'a pas de volatilité, c'est toujours à peu près le même prix, justement pour lutter contre ces fortes variations de cours. Les cours sont différents, mais on utilise une monnaie qui, elle, stabilise cette volatilité, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est faite pour ne pas varier, pour être toujours la même, quelle que soit l'offre et la demande. C'est toujours le même prix. Et ensuite, tu as par exemple une autre monnaie qui est issue d'une plateforme de change. Par exemple, on a comme plateforme Binance. Et là, cette plateforme, elle a créé un Binance Coin qui veut être un stablecoin. C'est-à-dire que l'intérêt des stablecoins, c'est quoi? C'est par exemple, comme à l'heure actuelle, tu vois, où il y a une forte, le cours du Bitcoin a beaucoup baissé, il y a des gens qui vont acheter des stablecoins parce qu'ils savent que là, le cours ne va pas baisser. Quoi qu'il arrive, le cours ne va pas baisser. Et ça leur permet effectivement de limiter la casse parfois. Ou alors, des fois, les gens, ils achètent des stablecoins pour après acheter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, s'ils ont des bitcoins, mais qu'ils veulent acheter de l'Ether, et que lui, quand ça varie beaucoup, ils préfèrent des fois acheter un certain nombre de stablecoins. Comme ça, ils savent que là, l'argent qu'ils gardent en stablecoin ne va pas varier et ça va leur permettre d'acheter différentes crypto-monnaies, etc. Et alors, où s'achètent et se vendent justement ces crypto-monnaies? Parce que moi, si demain je veux en acheter, je fais comment en fait? Alors, bon, déjà, moi, je ne donne pas forcément de conseils, mais de manière générale, il y a plusieurs manières d'acheter des crypto-monnaies. Soit si tu as un ami qui a des crypto-monnaies, il peut te les vendre parce que à la base, c'est une monnaie qui s'échange de pair à pair. Tu te souviens ce que j'avais dit concernant le livre blanc de Satoshi Nakamoto? Il avait dit, voilà, c'est une monnaie qui s'échange de personne à personne. Donc, si tu as des gens, tu connais des gens qui ont des crypto-monnaies, ils peuvent te les transférer, voilà, sans problème. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que tu peux aussi les acheter sur Internet, sur des plateformes spécialisées, ou toutefois, tu peux les acheter en physique. L'intérêt d'être en physique, c'est premièrement, on voit que l'endroit où vous achetez les crypto-monnaies, c'est un véritable endroit. C'est un endroit qui a pignon sur rue. Et en plus, on peut poser des questions pour savoir comment ça se passe, etc. Parce que lorsque l'on passe par des plateformes en ligne, tout est numérisé, on n'a pas d'interlocuteur. Et c'est que si à un moment, il y a une réelle difficulté, par exemple, pour les personnes pour récupérer leur crypto-monnaie ou pour transformer leur crypto-monnaie en euros, par exemple, et que ça bloque, et là, quand on n'a pas d'interlocuteur direct, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, je privilégie, j'invite vraiment les personnes, s'ils veulent investir dans les crypto-monnaies, d'aller dans des endroits ayant pignon sur rue. Et aussi des endroits qui sont, parce que maintenant, pour avoir cette activité de plateforme de marché de crypto-monnaies, c'est une activité réglementée. Donc réglementée par l'AMF, il faut s'enregistrer auprès de l'AMF. Donc systématiquement, j'invite toutes les personnes à vérifier auprès de l'AMF, sur le site de l'AMF, sur la liste blanche, si ces entreprises sont bien répertoriées. Si elles ne le sont pas, je déconseille vivement de contracter avec ces personnes. Voilà. Et alors, comment on explique aujourd'hui la popularité des bitcoins et des crypto-monnaies et alors aussi leur effondrement ponctuel? Parce qu'il y a quelques mois, on a parlé de bulles qui éclataient, enfin quelques semaines même. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'utilisateurs d'Internet à l'heure actuelle est près de 2 milliards, ce qui est énorme. Et ce qui fait que tout ce qui est facilité par Internet est privilégié par les personnes. Or, les crypto-monnaies sont une monnaie du numérique. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse beaucoup les personnes. Après, effectivement, il y a un effet spéculatif. C'est ça la popularité de Bitcoin. Et on voit qu'à l'heure actuelle, Bitcoin est populaire quand il est haut, c'est-à-dire quand la valeur est très élevée. À un moment, c'était près de 50 000 euros. Oui, tout le monde en parlait, etc., à la télévision. Et dès que ça baisse, effectivement, on considère que c'est pas un bon investissement, que ça va pas, ça pose des problèmes. Donc, il y a un peu un effet de mode, c'est ça?
Exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'effondrement, c'est-à-dire quand Bitcoin baisse, toutes les autres crypto-monnaies vont baisser en général, systématiquement. Quand Bitcoin augmente, toutes les autres crypto-monnaies vont augmenter. C'est un effet mécanique, c'est-à-dire que quand Bitcoin augmente, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter Bitcoin, donc elles vont acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, ce qui fait que ça va faire élever effectivement le taux des autres crypto-monnaies. Et quand ça baisse, pareil. Et quand ça baisse, les gens se disent oh non, Bitcoin, c'est pas bien, donc on va plutôt se retirer. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce milieu-là, il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle de gros investisseurs. Dans le langage courant de la communauté des crypto-monnaies, on les appelle des baleines. Et c'est vrai que ces baleines font un peu la pluie et le beau temps parfois sur Internet. C'est-à-dire quand elles vendent massivement, ça a beaucoup d'impact sur le marché et pareil quand elles achètent massivement. En plus, Bitcoin et les crypto-monnaies sont très sensibles aux décisions politiques. Donc, si la Chine décide d'arrêter le minage en Chine, le minage, c'est le processus pour créer des bitcoins. C'est le processus informatique qui permet de créer des bitcoins. Et donc, c'est des ordinateurs spécialisés qui sont créés en Chine. Et si, par exemple, la Chine décide du jour au lendemain qu'on n'a plus le droit de créer ces ordinateurs, eh ben, ça posera énormément de problèmes. Et donc, ça risque de faire chuter. Pareil, à chaque fois que la Russie décide de bannir les crypto-monnaies, ça a des impacts. Ou, à l'inverse, si on sait qu'on aura une bonne décision d'une instance étatique américaine ou européenne, et ben ça fait remonter le cours. Donc, c'est vrai que les variations des crypto-monnaies sont aussi très liées à des raisons externes qui sont aussi politiques. D'accord. Et toi, en tant qu'avocate, alors sans révéler tes dossiers qui sont confidentiels, bien sûr, mais quel genre de dossier tu traites? Alors, moi, à la base, moi, je suis avocat d'affaires, droit des sociétés. Donc, c'est vrai que je traite beaucoup de tout ce qui est droit des sociétés, fusion-acquisition. Je travaille aussi autant avec des startups que je conseille ou des grands groupes. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est un avantage parce qu'à chaque fois, ce sont des univers différents, mais ça me permet de faire le lien entre les startups qui n'ont pas du tout idée de comment ça se passe dans les grands groupes et les grands groupes qui ont des process plus rigides et plus difficilement assimilables par des fois. Et donc, c'est vrai que j'aime bien jouer ce rôle de pont ou d'intermédiaire dans ce cadre-là. Sinon, je donne aussi des cours parce que je pense que c'est important de transmettre, d'autant plus dans ce domaine-là. Quand je donne des cours dans un certain nombre de domaines, en droit des sociétés, même liés au numérique, tels que le RGPD, etc. Mais je donne aussi des cours par rapport aux crypto-monnaies. C'est important que je puisse transmettre un certain nombre de choses que j'ai vues dans la pratique ou que j'ai vues avec tel ou tel client ou même les connaissances que j'ai pu avoir pour aussi expliquer ces nouvelles technologies parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses. Alors, il y a deux partisans. Soit il y en a qui pensent que c'est vraiment très mauvais, faut pas du tout s'occuper des crypto-monnaies, et d'autres qui pensent que c'est l'avenir. Mais moi, j'essaie de montrer aux gens que, comme dans toute technologie, il y a des bons aspects, mais des moins bons aspects et des bons aspects. Et d'après toi, quels sont les dangers des réseaux sociaux et de l'influence lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, justement? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais les réseaux sociaux notamment. Alors, déjà, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, la particularité des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont une création d'Internet. Et donc, naturellement, les crypto-monnaies… Oui, elles vont passer naturellement par les réseaux sociaux pour faire leur publicité, en fait. Et là, effectivement, il y a un problème parce que ce n'est pas du tout régulé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être payés pour vanter les avantages d'une nouvelle crypto-monnaie. Bon, ça, a priori, il n'y a rien de mal, mais il faut que la personne puisse le dire. Or, souvent, la personne, elle ne dit pas du tout qu'elle a été payée. Et elle ne dit pas du tout qu'elle a un bénéfice à promouvoir cette crypto-monnaie. J'avais écrit un article qu'on peut retrouver sur le site bitcoin.fr sur le fait que la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, avait condamné Nabila parce qu'elle avait fait la promotion des crypto-monnaies sur Internet, sur Snapchat.
Et donc, elle avait été condamnée, elle avait eu une amende transactionnelle, c'était suite à des transactions. Ce qu'on reprochait à Nabila, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas dit qu'elle était rémunérée pour ça, quoi. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, il faut faire très attention. Dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine de la communauté des gens des crypto-monnaies, souvent, ils disent que il y a beaucoup de ce qu'ils appellent scams, ça veut dire des arnaques. Et que, en gros, quand on investit dans des crypto-monnaies, il faut être prêt à perdre l'argent qu'on a investi. D'où le fait qu'on dit souvent de n'investir que ce qu'on est prêt à... Voilà, c'est ça. Il faut donc pas c'est quand même un jeu dangereux, quoi. Enfin, c'est pour ça que justement, je recommande de passer par des structures qui ont pignon sur rue, qui sont répertoriées par l'AMF, justement pour éviter tous ces aléas et un certain nombre d'escroqueries. Parce qu'au moins, si l'entreprise est répertoriée par l'AMF, on est sûr que s'il y a un problème, on peut toujours aller voir l'AMF en indiquant que cette société, elle n'a pas respecté la réglementation, etc. D'accord. Et comme je parle de l'AMF, je voulais juste aussi indiquer que l'AMF, elle a créé une liste blanche, mais elle a aussi créé une liste noire. C'est-à-dire qu'il y a tout un certain nombre de sites qui sont répertoriés sur le site de l'AMF comme étant des sites dangereux. Donc, c'est important que quand on veut acheter des crypto-monnaies, qu'on se renseigne et qu'on aille sur ce site. Voilà. Ah oui, je le mettrai en description alors. Alors justement, en parlant de ça, quelles sont les arnaques les plus répandues? Une des arnaques les plus répandues, c'est que c'est la criminalité organisée qui va vous faire croire qu'elle vous vend des crypto-monnaies alors que ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette criminalité organisée, c'est une criminalité qui avant vendait des faux diamants. Avant, elle vendait des terres rares. Donc, en gros, à chaque fois que cette criminalité organisée voit un produit qui peut intéresser des victimes potentielles, elle prétend vendre ce produit. Donc, globalement, comment ça se passe? Ils vont créer des faux sites Internet. C'est-à-dire, physiquement, ce sera des vrais sites. La personne va aller sur un site Internet. Où il y aura plein d'offres alléchantes pour dire, vous allez gagner beaucoup d'argent et même faites un essai. Donc, la personne va faire un essai, va envoyer de l'argent. Ils vont lui faire croire qu'elle a un véritable compte. Donc, ils vont lui montrer visuellement une page où, soi-disant, elle a tant de bitcoin, elle a un compte. Et puis après, la personne qui est méfiante au début, elle va dire très bien, rendez-moi mon argent, rendez-moi ce que j'ai gagné. Souvent, cette criminalité organisée, qui sont des gens très intelligents, ils vont lui renvoyer pour la mettre en sécurité. Ah oui, donc c'est pas au premier coup que... Non, et puis après, ils vont lui demander d'investir beaucoup plus. Ah oui, c'est là que ça se gâte. D'accord. Voilà, c'est là que ça se gâte. Et le pire, c'est que cette criminalité organisée, une fois qu'elle aura escroqué sa victime, elle va vendre les références de sa victime à d'autres bandes organisées pour que ces bandes organisées se fassent passer pour des prétendus enquêteurs privés qui vont rechercher les criminels. Voilà, criminels, et ils vont se faire payer de nouveau, alors que ce n'est pas des enquêteurs, etc. Oh là là, c'est l'engrenage après là. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est pour ça que l'AMF, toujours, elle avait mis un certain nombre d'alertes pour que les gens se méfient, quoi. Oui, donc en fait, toi, tu dis les acteurs les plus sérieux et les autres où il faut se méfier, il faut vraiment aller voir sur le site de l'AMF. Là, il y a une liste blanche et une liste noire, c'est ça? Exactement. Si vous voyez que votre interlocuteur vous appelle sans arrêt par téléphone, ça, c'est un signe, c'est souvent le signe des organisations mafieuses. Voilà, ils vont être très persuasifs, très insistants. Ils vont appeler à n'importe quelle heure, à 23h, à 15h. Et donc ça, c'est très mauvais signe et je déconseille aux gens de poursuivre. Voilà. D'accord. Et d'après toi, les crypto-monnaies, justement, est-ce que c'est plutôt une menace ou c'est plutôt un stimulant pour l'économie? Moi, ce que je dirais, c'est que les crypto-monnaies en elles-mêmes, c'est juste une technologie, quoi. En réalité, tout dépend de ce que l'être humain en fait. Oui. Par exemple, là, on vient de citer l'exemple, effectivement, des criminels qui l'utilisent. C'est pareil pour les rançongiciels. Les rançongiciels, c'est des sites
pirates peuvent être en Chine et se faire payer en crypto-monnaie alors que leur victime est en France. Donc ça, effectivement, c'est très négatif. Mais à côté de ça, il y a plein d'utilisations de crypto-monnaies qui sont faites pour le bien de l'humanité et le bien des personnes. Par exemple, je vais donner un cas qui est peu connu, mais pourtant qui devrait être connu, c'est que l'UNICEF. L'UNICEF, c'est quoi? C'est une organisation des Nations Unies internationale, donc, qui œuvre pour la protection et l'éducation et la préservation des droits des enfants dans le monde. Et ben, l'UNICEF, en 2019, a créé un fonds qu'elle a appelé le Crypto Fund et qui est un véhicule financier qui permet à l'UNICEF de recevoir, de détenir et de débourser des crypto-monnaies. Et donc, pourquoi ils ont utilisé des crypto-monnaies? Parce que ça permet la transparence, c'est-à-dire que n'importe qui se connecte sur la blockchain et on peut voir, ben voilà, il y a tant de cryptos qui ont été donnés à l'UNICEF. Par exemple, sur le site, quand j'avais regardé, il y avait un bitcoin, sachant qu'un bitcoin, ça vaut plus de 20 000 euros, et il y avait 15 Ethers, je crois, ou peut-être maintenant c'est un peu plus. Mais donc, on voit clairement l'argent qui a été reçu et ensuite à quoi il sert. Et cet argent, le fait que ce soit en crypto-monnaie, ça permet d'éviter les taux de change. L'idée, c'est la traçabilité, mais du donneur jusqu'à la personne qui va en bénéficier. Et donc là, un certain nombre de sociétés, de start-up ont été sélectionnées par l'UNICEF et elles ont reçu des crypto-monnaies afin de pouvoir œuvrer sur des projets qui, à terme, vont être bénéfiques pour les enfants du monde entier. Mais concrètement, comment ils les utilisent, les crypto-monnaies? Une fois qu'elles les ont reçues, comment elles font pour les utiliser? Une fois que la start-up les a reçues, il y a plusieurs manières de les utiliser. Soit, effectivement, elle a besoin d'acheter des compétences, etc. Et donc, soit elle les transforme, elle, en monnaie et en cours légal local, par exemple, ou en euros ou en dollars, pour s'acheter concrètement dans les magasins. D'accord. Ou soit, elle peut aussi payer aussi un certain nombre de personnes. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Si, par exemple, la start-up elle est au Mexique et qu'elle a besoin de compétences de quelqu'un qui est aux Philippines, la personne aux Philippines va peut-être... Elle sera peut-être intéressée par être payée en crypto-monnaie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, mais en tout cas, il y a une traçabilité et puis aussi, il y a une réduction des coûts. Parce qu'effectivement, quand on fait un transfert international, ça peut coûter très cher. Et en crypto-monnaie, ça met que quelques minutes à quelques secondes. Et les coûts sont en général moins élevés, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils utilisent ce fonds. Et c'est un fonds qui fonctionne, hein, puisque régulièrement, il y a des sociétés qui sont sélectionnées. Et ma dernière question, Michel, ce serait, une des dernières, les crypto-monnaies, pour toi, est-ce que c'est une monnaie d'avenir, du coup? En réalité, effectivement, à l'heure actuelle, ça n'a pas toutes les particularités de la monnaie. Donc, on va l'appeler crypto-monnaie, hein, on va le garder. Ouais. Je pense que oui. Parce que là, on a vu une accélération effectivement du numérique et maintenant, les banques centrales sont elles-mêmes en train de travailler sur des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies de banque centrale. Plus, il y a certains États maintenant qui reconnaissent Bitcoin comme une monnaie, pour eux, qui considèrent comme une monnaie légale, quoi. Et quelque part, on voit que c'est aussi une manière pour un certain nombre d'États de regagner de la souveraineté, notamment par la suprématie du dollar américain. Parce qu'effectivement, beaucoup de sociétés ou d'États utilisent le dollar américain, mais à partir du moment où vous utilisez le dollar américain, vous êtes soumis aussi à la réglementation américaine. Or, pour éviter ça, un certain nombre de personnes se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies. Et là, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là, tout récemment, on vient de voir que la Russie, qui pendant longtemps avait rejeté l'idée d'accepter les crypto-monnaies, semble, en tout cas la banque centrale russe, semble maintenant vouloir accepter les crypto-monnaies. Donc, on voit vraiment, c'est une évolution pour moi de fond. Et que le marché baisse ou augmente, à terme, les crypto-monnaies seront toujours là. Et les gens qui connaissent les crypto ont vu très régulièrement le marché baisser et tout le monde disait « Oh, les crypto-monnaies, c'est pas bien ». Et après, on vu régulièrement le marché augmenter de plus en plus fort. Et de nouveau, ça devenait le buzz. Mais que voilà, c'est cyclique. Mais que je pense qu'effectivement, à terme, les crypto-monnaies, il faut compter avec elles dans la vie. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui.
Je suis ravie. C'est un sujet un peu technique, mais c'est passionnant. Tu reviens quand tu veux pour nous en parler encore et encore, parce que j'ai pas posé toutes mes questions, mais il y en aurait encore beaucoup à dire, je crois, sur ce sujet. Puis je te remercie beaucoup de ton temps et de ta confiance. Et puis je te dis à très bientôt, Michel. Écoute, je t'en prie. Merci à toi et puis merci à tes éditeurs. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.